Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech que vous regardez sur Bismart en direct à 11h chaque matin. Alors aujourd'hui, c'est le vendredi, c'est le jour des grands rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec une personnalité, un des entrepreneurs emblématiques mais aussi pionniers du web français, défenseur du génie logiciel, ancien vice-président du Conseil national du numérique. Alors il se présente comme un activiste du numérique. Il est en tout cas militant depuis la première heure pour un Internet éthique, respectueux des données personnelles et je le qualifierais plutôt d'un activiste bâtisseur puisqu'il n'a de cesse de concevoir des interfaces pour nous redonner le pouvoir, donner le pouvoir aux utilisateurs sur leur vie numérique. C'est le fondateur de NetVibes, de Joli Cloud, encore de Polite que je reçois aujourd'hui. On parlera de ses combats et en particulier du dernier pour la réappropriation de cette vie numérique dans cette grande dépossession, comme vous l'appelez, Tariq Krim. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Bonjour et merci de me recevoir. Et puis à suivre après la grande interview dans Smart Tech, ce sera aussi un grand rendez-vous, le grand rendez-vous dans l'espace qui sera dédié cette semaine à la guerre des lanceurs. Mais tout de suite, sans plus attendre, on y va, grande interview combat. Alors, je suis avec Tariq Krim, bonjour. Vous faites partie de mes fidèles, en fait, des fidèles de Smart Tech et surtout des entrepreneurs innovateurs que je suis depuis les tout débuts. Je pense à vous quand, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, parce que vous faites partie des personnalités de la tech qui sont consultées, influentes, consultées par certains politiques qui parfois même suivent, ou en tout cas prennent le soin de vous écouter, suivent vos recommandations. Je pense à vous quand il s'agit de défendre le logiciel et le génie technologique français, quand il s'agit de débattre aussi des dérives de ce numérique, quand on parle des enjeux de souveraineté. Et vous venez en l'occurrence de publier une lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. On a eu l'occasion d'ailleurs déjà de l'évoquer dans Smart Tech. C'est un plaidoyer pour une autre politique du cloud souverain ? Absolument. Quand il y a eu cette annonce, je crois que c'était le 17 mai dernier, Bruno Le Maire annonce et entérine d'une certaine manière l'entrée de quelques GAFAM au cœur de l'État. Nombreux d'entre nous étaient choqués et je me suis dit, au lieu de faire un tweet comme... Choqué par quoi ? Peut-être le repréciser. Choqué par deux choses. La première, c'est que d'une certaine manière, on entérine notre incapacité à inventer un numérique qui est le nôtre. On importe le numérique d'autres plateformes, une autre vision. Et surtout, et ça c'était un peu vicieux dans ce modèle, c'est qu'en créant une nouvelle couche de certification, on a d'une certaine manière éliminé tous les petits acteurs de ces marchés, parce que désormais, pour rentrer au cœur du réacteur, il va falloir avoir des certifications qui sont complexes, assez bureaucratiques et qui exclut de facto tous les petits acteurs. Or, on le sait... Et favorise tout de suite, les grands, les géants mondiaux. Et notamment, puisque, comme vous savez, au cœur de tout ça, c'est un sujet sur lequel on a parlé depuis des années, qui est la problématique de l'extraterritorialité. On a fait mine pendant 10 ans de découvrir que quand nos données étaient exportées de l'Europe aux États-Unis, elles avaient le même niveau de protection qu'en Europe. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Alors, il y avait quand même ce qu'on appelait des boucliers qui étaient mis en place pour protéger ces données de l'extraterritorialité. Protéger les données, mais surtout permettre de légaliser l'aspiration massive de données des Européens vers les serveurs aux États-Unis, où ensuite ils sont analysés, processés avec ce qu'on appelle du big data, de l'intelligence artificielle, enfin plutôt du machine learning, de façon à construire des environnements personnalisés qui ne sont pas personnalisés pour l'utilisateur, mais pour, je dirais, s'associer avec les publicités que l'on va ostensiblement présenter à l'utilisateur tous les 4 ou 5 clics, ou quand on est sur Instagram maintenant, quand on scrolle toutes les 5 ou 6 photos, on a une publicité souvent très précise, parce que justement on a aspiré pendant des années tous nos comportements. Parce qu'on n'a pas su donc trouver le bon bouclier. D'ailleurs, aujourd'hui, on est encore en train de se demander quelle est la bonne méthode. Est-ce que selon vous, ce sont des faux pas politiques qui nous emmènent vers cette situation, ou est-ce qu'il y a une doctrine française qui a décidé que finalement,
les techs français n'étaient pas capables de faire ce travail, et donc il fallait s'en référer aux autres, aux géants, et leur imposer un minimum de régulation? Je dirais que, en fait, ce n'est pas très clair, parce que ce qui semble certain, c'est que l'État n'a pas véritablement de vision sur ce que doit être le numérique. On s'adapte toutes les 5-10 ans aux nouvelles technologies. Il y a des années, c'était le client-serveur, ensuite ça a été le big data, ensuite ça a été l'open data, après ça a été l'intelligence artificielle, et d'ailleurs on n'en parle quasiment plus, maintenant on parle de cloud. Et donc on a l'impression qu'en suivant ces buzzwords, en courant après ces buzzwords, on va construire une politique numérique. La réalité, c'est que l'Europe s'est bâtie dans le monde physique avec une vision différente de celle des États-Unis et évidemment différente de celle de la Chine. Quand on achète un produit dans un supermarché, on sait qu'il y a une réglementation, qu'il n'y a pas n'importe quoi. Quand on achète des jouets pour les enfants, on sait qu'ils ont théoriquement été validés et que donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Or, dans le monde numérique, c'est une exception. On a le droit de faire n'importe quoi avec les données des gens, avec également la manipulation de leurs émotions. Et dans les services publics, on est en train, d'une certaine manière, de transformer des services qui, normalement, s'adressent à tous, qui sont censés être disponibles pour l'ensemble de la population, y compris les gens qui n'ont pas accès à l'Internet. Et on essaye de transformer ça en un outil de productivité assez peu en phase avec ce que l'on a fait en France. Parce que quand on a voulu faire des choses, prenons un exemple, les impôts. Il y a 10-15 ans, je crois que c'était en 2006-2008, je ne sais plus exactement, on a décidé de développer un service numérique pour les impôts. Et ça, c'était une transformation numérique réussie. Totalement réussie, qui fait d'ailleurs que la France est dans le top. Rien qu'avec ça, a été le top 10 des pays les plus numérisés, parce qu'on a construit de A à Z un service qui s'adaptait à nos besoins, qui était aussi conçu par Bercy. C'est très important, parce que ce qu'on va voir à travers cette nouvelle doctrine cloud et l'utilisation des GAFAM, ou en tout cas d'ersatz, c'est-à-dire de sociétés qui vont être construites un peu comme des franchises de... Parce que là, on a quand même une alliance avec des Français. Dans l'alliance, on a Orange, Capgemini et Microsoft. Mais en fait, ça fait penser un peu à ce cloud souverain sous le label Blue. Voilà, Bleu. Enfin, on ne sait pas vraiment encore comment ça va être fait, mais ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, ça ressemble beaucoup d'ailleurs aux franchises de burgers, où on importe un concept et on a le droit de rien changer, et on l'installe en espérant générer quelques revenus. Moi, ce qui m'inquiète avec ce modèle clé en main, c'est que ce n'est pas un modèle sur lequel on bâtit. Et aujourd'hui, on a besoin de construire des choses nouvelles. Et la chance que l'on a, c'est que le cloud, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas une question d'infrastructure, de serveur, c'est une question de logiciel. Ce qui fait que les 3 acteurs principaux, à savoir Google, Amazon et Microsoft, sont leaders dans leur domaine, c'est qu'ils ont investi pendant des années dans le logiciel. Et alors, j'en viens à la manière dont j'ai souhaité vous présenter dans le sommaire en tant que bâtisseur, puisque vous êtes fondateur de NetVibes. C'est l'un des plus gros succès français des années 2000, qui était un web personnalisé, un portail web personnalisé. Vous avez aussi lancé Joli Cloud, qui était un système d'exploitation alternatif hyper en avance sur son temps. Trop, hélas. Pour la mobilité. Une plateforme web éthique qui est toujours aujourd'hui d'actualité, qui s'appelle Polite, sur laquelle on peut lire « Nous croyons en un monde où la confidentialité est protégée, où nous pouvons déplacer nos données vers le service de notre choix, où le logiciel que nous utilisons n'essaie pas de nous manipuler ». À chaque fois, finalement, derrière vos innovations, Tariq Ribs, vous voulez donner la main par le logiciel, par l'interface, aux utilisateurs. Ça veut dire que rien n'est irréversible. Absolument. Il faut se rappeler que dans les années 60, quand l'informatique commence à se construire, il y a 2 visions qui s'opposent diamétralement. La première, celle de Doug Engelbart, qui est notamment l'inventeur de la souris, mais en fait de tous les paradigmes du bureau, qui ensuite s'est exprimé à travers le Macintosh, qui est en fait une synthèse de toutes ces idées, du Xerox PARC. La vision de Doug Engelbart, c'est de dire que la machine est un outil qui va étendre les possibilités de l'être humain. D'ailleurs, Steve Jobs le disait différemment. Il disait que l'ordinateur était un vélo pour l'esprit, c'est-à-dire que c'était l'équivalent pour l'esprit de ce que le vélo était pour un être humain, c'est-à-dire la possibilité de faire plus de choses. Et curieusement, à 500 mètres, 600 mètres à Stanford, parce que Doug Engelbart était à l'université de Stanford, et de l'autre côté, il y avait
le département de ce qui allait devenir l'intelligence artificielle, John McCarthy. Et la vision de John McCarthy, c'était de dire qu'à un moment donné, nous aurons les moyens de remplacer la pensée humaine par la machine. Et pendant des années, cette vision a échoué parce que les machines n'étaient pas assez puissantes, parce que nous n'avions pas suffisamment de données, suffisamment d'éléments, suffisamment de pervasivité de l'information. Et depuis quelques années, cette vision est en train de dominer. C'est cette vision qui fait que quand vous prenez maintenant votre GPS, la machine décide à votre place. C'est cette vision qui fait que quand vous allez sur un site d'information, on a choisi les informations pour vous. On ne vous donne plus le choix, on vous impose, ou en tout cas, on vous suggère fortement un certain nombre de choses. Et donc, on vit désormais dans un monde qui a été défini par des algorithmes, mais aussi par des gens qui les ont développés, parce qu'il faut rappeler que les algorithmes sont faits par des gens avec leurs biais, avec leurs défauts, avec aussi leur intelligence et leur savoir. Et que, donc, on a construit un monde qui veut prendre d'une certaine manière le contrôle de nos vies, nous mettre en mode quasiment en autopilote. Et malheureusement, ce monde ne fonctionne pas. Ce que vous appelez la grande dépossession. Alors, ce que j'appelle la grande dépossession, c'est ce qui s'est passé au moment où finalement ce téléphone, l'iPhone, mais également le cloud, qui arrive au même moment, en 2007-2008, ont changé le paradigme. C'est-à-dire que ça nous a fait basculer du modèle classique que l'on avait, donc le fameux modèle où la machine est un outil qui augmente nos possibilités, à un outil qui va collecter de l'information, qui va en collecter tellement qu'à un moment donné, les plateformes ont été capables de prendre des décisions, d'abord des petites décisions, et puis de plus en plus importantes. Aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui décident qui rencontre qui sur les services de dating. Mais pour expliquer cette dépossession, c'est-à-dire qu'avant, il est vrai qu'on était propriétaire de nos contenus. Absolument. Au sens, par exemple, si je prends les loisirs, on avait nos cassettes vidéo, et puis ensuite on a téléchargé. Absolument. Aujourd'hui, c'est vrai que tous nos contenus, finalement, sont hébergés sur des serveurs qui ne sont pas chez nous et à nous, et on y accède parce qu'on paye des abonnements. Un abonnement. Effectivement. Ça change pour vous profondément ça change tout le paradigme. Le rapport de force non entre seulement l'utilisateur et le fournisseur de contenu. Non seulement le rapport de force, mais aussi la question de savoir quelle est notre culture personnelle. Finalement, pour les gens qui ont vécu comme nous dans un monde analogique, oui. J'allais dire presque pré-Internet, nous avons construit notre culture personnelle, notre parcours personnel à la suite de choses que nous avons accumulées et qui font partie de notre culture. Et malheureusement, quand l'iPhone et quand le cloud sont arrivés, on a, dans un premier temps, basculé ces contenus dans le numérique, dans le cloud, et ensuite, ces contenus ont été appropriés, se sont en fait réorganisés sous la forme de services, de consommables. Et donc, effectivement, un abonnement Spotify ne vaut pas une collection de disques, parce que déjà à l'époque, on ne pouvait pas acheter 500 000 disques, on achetait ce que l'on préférait, on construisait... Là, je dirais que c'est plutôt un avantage de pouvoir accéder à toutes les musiques bien sûr, auxquelles on n'aurait même pas songé, d'ailleurs. Absolument, c'est que l'idée de l'accès illimité est importante, mais l'idée de la curation et de savoir naviguer à travers un environnement d'infini est quelque chose d'aussi important. Quand on le voit, toutes les religions monothéistes ont appris, que ce soit à travers le jeûne, le ramadan, Shabbat, à gérer l'accès à l'abondance, cette infinité. Or, dans le monde numérique, on a construit un monde qui n'a aucun rituel, qui n'a construit aucun blocage à cette infinité. Et donc, on est, d'une certaine manière, et de plus en plus jeune, exposé à une infinité de contenus, de possibilités, d'options. Et ça, évidemment, change complètement la façon dont nous pensons, dont nous réfléchissons. Et quand on arrive avec des parcours préprogrammés, algorithmiques, qui vous disent « faites ci, faites ça, rencontrez telle personne, allez là-bas », d'une certaine manière, on est dans une logique d'acceptation, parce qu'évidemment, on ne sait plus naviguer dans l'infini, et de toute façon, le cerveau humain n'est pas fait pour naviguer dans l'infini. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres entités qui, pour nous, naviguent finalement, ou nous orientent, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Mais ce qui est très intéressant, c'est que prenez n'importe quel logiciel, que ce soit à 4 heures du matin, à 10 heures de l'après-midi, 10 heures du matin ou 4 heures de l'après-midi, c'est la même interface. Vous êtes en permanence dans le même produit, vous naviguez, vous êtes perdu, vous n'avez pas
de possibilité d'utiliser vos sens au sens physique, votre capacité de votre jugement, votre ressenti. Ce sont des produits qui ont pour objectif de nous déshumaniser. Et ça, c'est dommage parce qu'au début de l'informatique, on avait cette idée de faire des choses, mais ça s'intégrait de manière harmonieuse dans notre cycle de vie. Aujourd'hui, en fait, on est noyé dans un cycle de vie qui nous dépasse et qui souvent atteint des milliards d'utilisateurs, parce que quand on est perdu dans un réseau social qui a des milliards d'utilisateurs, déjà, c'est très difficile de réglementer un réseau de milliards d'utilisateurs. On ne sait même pas gérer un pays de plusieurs dizaines de millions de gens. Et surtout, on est perdu dans une espèce de nasse algorithmique. Et effectivement, ça me semble dommage, parce que ce n'est pas la vision des Lumières, ce n'est pas la vision européenne. Je crois que l'objectif d'un numérique européen, face à cette espèce d'infini informationnel qui existe dans la Silicon Valley, devrait de construire un environnement dans lequel on a envie de vivre, dans lequel on se sent bien, et surtout dans lequel on est capable d'appréhender la complexité numérique et on ne se perd pas là-dedans. Oui. Alors, moi, j'ai fait une expérience assez intéressante. C'est que je suis arrivée au bout du stockage d'une de mes boîtes Gmail et Google m'a demandé de faire un peu de ménage. Et alors là, j'ai accédé à une console. Et ça a été extraordinaire. J'ai vu tout mon contenu mail, en fait, très bien organisé, très bien rangé. Mais ça, je n'y ai pas accès quand je n'ai pas à faire le ménage. Et c'est peut-être là où se trouve la clé, c'est-à-dire trouver des interfaces qui nous redonnent ce sentiment de savoir où sont organisés nos contenus. Et c'est ça que vous essayez de construire aujourd'hui avec Polite, c'est cette idée ? Oui, en fait, depuis quelques années, j'essaie de... Quand la question de l'irréversible, si ce n'est pas irréversible, qu'est-ce qu'on fait en fait ? C'est toute la question. Et pour moi, c'est une question qui, pour la génération qui a connu le monde d'avant, est un vrai sujet, puisque nous avons adopté les codes, l'optimisation, l'algorithmisation du monde, mais en même temps, nous ne sommes pas totalement à l'aise. Et de l'autre côté, on a créé une nouvelle génération d'utilisateurs qui n'a aucun des repères que nous avons eus et donc qui accepte une interface, à mon avis, qui offre moins de contrôle, comme le nouveau standard d'usage, comme la nouvelle façon de naviguer sur l'Internet. Et on ne se pose plus de questions, on devient producteur continu, on n'a plus véritablement les moyens de gérer sa vie privée. On nous dit souvent que les gens, les jeunes ne veulent pas de vie privée, mais c'est pas vrai. Est-ce qu'on a encore la volonté de changer les choses ? Est-ce qu'on a la disponibilité d'esprit ? Est-ce qu'on va y consacrer ? Parce que ça demande du temps aussi d'organiser soi-même ses contenus. C'est très confortable de déléguer à d'autres. Absolument. Et la question, en fait, que j'essaye de résoudre avec Polite, et on est en train de travailler sur une version entre guillemets souveraine de Polite, donc une version qui serait hébergée en France pour essayer de développer ce modèle, c'est de savoir comment récupérer ce que nous possédons. C'est pas facile. En fait, on s'est rendu compte que c'était quasiment impossible. Beaucoup de contenus sont soit cachés, soit difficiles d'accès. Et puis ensuite, une fois que vous avez tous ces abonnements, tous ces services, comment vous faites pour reprendre le contrôle? Ça, c'est une formule un peu générique. C'est comment vous pouvez faire pour utiliser les choses comme vous le souhaitez. Et non pas comme le service a décidé de le faire. Je donne un exemple. Si vous avez des films ou des vidéos sur un service de stockage, dans un certain format, que ce soit Apple ou Google, ne va pas vous laisser les voir parce qu'ils ne veulent pas, en fait, que vous utilisez les formats du concurrent. Il faut savoir qu'il y a une guerre de formats vidéo entre Apple et Google. Si vous avez de la musique sur un stockage, vous ne pourrez pas l'écouter comme sur votre baladeur MP3 à l'époque. Si vous voulez déplacer un fichier d'un service à l'autre, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, tous ces services se sont confortablement... La portabilité des contenus. Exactement, qui est un droit européen aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Le RGPD... Il est inapplicable, ce droit, sur la portabilité. Il devrait l'être. Déjà, le RGPD n'est pas appliqué. Récemment, j'étais à une conférence avec Max Schrems, qui est un des activistes qui pousse à ce que le RGPD soit respecté, il ne l'est déjà pas. Et qui a fait bouger concrètement les choses sur la protection des données. Qui a fait exploser le fameux Privacy Shield, donc qui a rappelé qu'effectivement nous étions dans un rapport qui est disproportionné entre les États-Unis qui avaient accès à l'ensemble des données des Européens et l'inverse n'étant évidemment pas possible puisque nous n'avons pas d'acteurs de taille importante. Je crois que le seul
pays qui a un acteur de taille importante aux États-Unis, c'est TikTok, qui est désormais gère les algorithmes, la vie algorithmique d'une centaine de millions d'utilisateurs là-bas. Donc ça pose effectivement des problèmes. On va terminer cette interview par notre format express, comme pour chaque grande interview. Je vous pose une question très courte et vous me répondez aussi personnellement que possible. Tariq Krim, quels sont vos rêves ? Mes rêves actuels, c'est de retrouver goût à la technologie. J'ai adoré la vision de la technologie. Aujourd'hui, je trouve qu'elle s'est perdue dans une vision assez angoissante. Et j'ai envie de rêver à nouveau avec la technologie. Et pour cela, j'ai envie d'avoir un environnement qui soit ouvert, où en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que citoyen, je puisse construire les choses que je souhaite sans avoir à en référer à un des 4 ou 5 acteurs qui dominent absolument tout dans ce domaine. Est-ce que vous avez une peur principale ? Oui, je pense qu'on entre dans un monde, alors en dehors du numérique, assez dur. Je pense que sur les questions d'eau, d'énergie, de nourriture, de médicaments, nous serons à un moment donné, nous connaîtrons les pénuries. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réorganiser l'Europe aussi pour plus de résilience. Je crois que ce qu'on a vu avec le Covid n'est qu'une répétition générale d'événements, à mon avis, plus difficiles qui vont arriver. Et évidemment, je pense qu'il faut se préparer à tout ça. Et alors, selon vous, la prochaine révolution dans le numérique, ce sera quoi ? J'aurais envie de vous dire le métaverse, mais le métaverse, c'est un peu le... Donc, c'est projeter sa vie, en fait, dans un monde 100% virtuel ? 100% virtuel. Je pense que l'idée des lunettes avec un système... par-dessus qui permettra de naviguer, on n'est plus très loin de cette... on est à 2-3 ans. Est-ce que ce modèle va fonctionner commercialement? C'est une vraie question. Moi, je dirais qu'indépendamment de tout... Ce sera une fusion entre le monde physique et le monde virtuel. On arrive à la fin de votre interview, Tariq Krim. Oui. C'est comme ça que vous voyez le futur. Peut-être. Mais peut-être. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce grand entretien, Tariq Krim, entrepreneur, activiste du numérique. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre dans Smart Tech, c'est le grand rendez-vous dans l'espace. On va parler de la guerre des lanceurs. Et moi, je vous retrouve bien dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, on va parler des lanceurs, précisément de la bataille des lanceurs au niveau mondial, mais aussi peut-être au sein même de l'Europe. On va voir ça avec nos invités. Alors avec nous en plateau, Jean-Marc Astorg, directeur des lanceurs au Centre national de la recherche spatiale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec nous également, mais à distance, depuis Bruxelles, Guillaume Delabrosse, assistant du directeur général de la DEFI, la Direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace, qui dirige les activités de la Commission européenne dans ces secteurs en particulier. Et d'ici le 1er octobre, je le précise, vous serez nommé chef d'unité chargé de l'innovation et de la recherche spatiale. Bienvenue sur Smart Space. Bonjour. Alors ma première question est pour vous. L'accès autonome à l'espace est au centre de toutes les stratégies spatiales ambitieuses. Mais est-ce que c'est une priorité majeure pour la Commission européenne ? Tout à fait. Je dirais même que c'est la première des priorités. Faire en sorte que l'Europe ait un accès autonome à l'espace et ce sur les prochaines années à venir. C'est même une priorité qui est ancrée dans le règlement juridique, c'est-à-dire le texte qui encadre l'ensemble des activités de la Commission. Donc priorité numéro 1, mais que l'on cherche à combiner aussi avec le besoin d'innovation et de compétitivité compte tenu de l'évolution du segment des lanceurs en Europe et globalement à l'échelle internationale. Jean-Marc Astorg, est-ce qu'il y a un décalage entre les marchés auxquels s'adressent aujourd'hui les lanceurs européens et la demande ? Non, je pense qu'il n'y a pas de décalage. C'est clair que, vous savez, l'accès autonome à l'espace, c'est quelque chose, c'est une ambition qui est portée par l'Europe depuis très longtemps, comme l'a rappelé Guillaume, et ça reste évidemment un axe fort de la politique spatiale européenne. Et le lanceur Ariane, en particulier, a été parfaitement adapté au marché. Et aujourd'hui, on développe Ariane 6, justement, pour répondre aux évolutions du marché, notamment pour répondre aux besoins de lancement de grandes charges utiles, comme les constellations. Je pense qu'on y reviendra dans le futur. Alors, quel est le marché aujourd'hui, justement ? C'est celui des nanosatellites ? C'est celui des vols habités ? Alors déjà, je pense qu'il faut caractériser le marché avec deux segments. Un segment institutionnel
et un segment commercial. Par exemple, l'année dernière, en 2020, il y a eu 114 lancements dans le monde. La plupart ont été réalisés en Chine, aux États-Unis, mais un certain nombre aussi en Europe. Et en fait, le marché institutionnel est la plus grande partie de ce marché. Et il n'est pas ouvert aux lanceurs européens comme Ariane ou Vega C. Après, sur le marché commercial, là, évidemment, on a des satellites de télécommunications. Les constellations apparaissent et compléteront les satellites géostationnaires qu'on a aujourd'hui. On a des satellites d'observation de la Terre, on a des satellites de navigation, Galileo par exemple, qui est une très grande réussite européenne parce qu'elle est plus précise que le GPS, a été lancé au début par Ariane 5, ensuite par Soyuz, et demain sera lancé par Ariane 6. Donc voilà, le marché, c'est une combinaison de missions spatiales qui deviennent de plus en plus fréquentes, aussi bien pour des besoins institutionnels, de défense, que pour des besoins commerciaux. Mais vous avez mis le mot dessus, cette fréquence des lancements. Est-ce qu'on a les capacités de la suivre aujourd'hui? Il y a un lancement toutes les semaines quasiment pour envoyer ces nanosatellites qui vont composer ces nouvelles constellations. Est-ce qu'on a les capacités en Europe de suivre cette fréquence de lancement? Oui, je crois qu'on a plus de lanceurs aujourd'hui que de missions. Ça peut changer dans le futur, mais aujourd'hui, il n'y a pas de tension sur la production des lanceurs. C'est vrai qu'avec les constellations qui demandent un nombre important de lancements avec des masses très importantes, il peut y avoir une tension dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, je dirais que de par le monde, il y a plus de lanceurs que de missions spatiales à réaliser. Oui, mais en Europe. Et en Europe aussi, bien sûr, on a des lanceurs qui sont disponibles. Encore une fois, Ariane 5 en Europe, lancé depuis le port spatial de Kourou, Vega, Soyuz sont des lanceurs qui réalisent l'ensemble des missions pour les besoins institutionnels et pour le marché commercial. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Guillaume Delabrosse? Vous êtes d'accord avec cette capacité qu'a l'Europe à suivre le marché et sa nouvelle vitesse de fonctionnement? Non, je pense, je rejoins tout à fait Jean-Marc d'abord sur l'excellence européenne dans le domaine des lanceurs et effectivement sur la gamme que nous sommes capables d'apporter aux différents clients. Ce qu'on observe toutefois quand même aujourd'hui, c'est des clients qui de plus en plus demandent de la flexibilité. Et des prix compétitifs. Et donc je pense que c'est à ce double défi que dans les prochaines années il faudra répondre, c'est-à-dire dans quelle mesure on est possible d'offrir peut-être des lanceurs à cadence plus régulière et comment est-ce qu'on peut répondre à des besoins peut-être plus précis. Donc je pense qu'on a un double défi, sans compter le prix que l'on offrira. On a vu récemment Kinéis faire appel à SpaceX pour lancer une constellation. Ce qu'on observe à ce jour, c'est que sur le marché des micro-lanceurs, il y a encore besoin de trouver une solution viable en Europe. Et je pense que c'est un des points sur lequel on va devoir travailler avec l'Agence spatiale européenne, avec les agences nationales dans les années à venir pour faire en sorte qu'en Europe, on ait une solution viable sur ce segment des micro-lanceurs. Est-ce que ça veut dire que les acteurs historiques n'ont pas réussi à s'adapter, à adapter leur modèle économique au nouveau modèle économique qui va avec le New Space aujourd'hui? Moi, le marché va très vite. Le marché va extrêmement vite, se développe très vite, le business change. On a deux schémas industriels aux États-Unis et en Europe qui sont relativement différents. Du fait de l'histoire, du fait de la construction de l'Europe, qui n'est pas la même que celle des États-Unis. Donc, vous avez aux États-Unis SpaceX, qui est une entreprise entièrement intégrée. Quand on regarde Ariane, vous avez 600 entreprises qui participent à la construction du lanceur. 13 États membres. Donc le schéma industriel est nécessairement plus compliqué en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis. Et donc le temps de l'évolution est aussi plus compliqué. Il n'empêche que ce besoin d'innovation, quand on discute avec Ariane Group, avec Ariane Espace, on sent bien que c'est un besoin qui est là et que Ariane Group et Ariane Espace font les efforts nécessaires pour répondre à ce besoin d'innovation. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on doit copier le modèle SpaceX ou est-ce qu'on doit, demain, dans une stratégie européenne, essayer d'avoir des éléments différenciants?
Oui, c'est la question. Ce modèle de partenariat public-privé qu'a appliqué les États-Unis, on n'a pas d'équivalent en France, en Europe en tout cas. Est-ce que c'est l'objectif d'aller vers ce modèle-là, Jean-Marc Castorgue? Non, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'on a tout à fait l'équivalent et je crois qu'on a anticipé justement par rapport à ce modèle-là. SpaceX, c'est quand même quelque chose qui s'est créé avec la volonté de la NASA. Oui. Il faut rappeler quand même qu'au départ, Ariane, c'était un développement du CNES et que le CNES a contribué à créer Arianespace, une société privée dès 1980 qui commercialise les lancements d'Ariane. Donc voilà, on a pris beaucoup d'avance sur ce domaine. On a certainement des points à améliorer, notamment en termes de compétitivité, comme le rappelait Guillaume. Et ça, bien entendu, on travaille sur le sujet, on travaille sur la prochaine génération de lanceurs. Mais je voudrais revenir sur le New Space et les petits satellites, parce que vous avez sous-entendu qu'effectivement, on avait des lanceurs qui n'étaient pas adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Il faut voir que ces petits satellites, il y en a énormément, effectivement. C'est un phénomène relativement récent, mais ils sont lancés la plupart du temps par des gros lanceurs. C'est-à-dire que 80% des petits satellites sont des satellites de constellation qui sont lancés sur des grands lanceurs et c'est le plus compétitif. Parce qu'un tir groupé, ça coûte moins cher que des tirs individuels. Il y a la question de la mise en orbite, c'est ça aussi la différence aujourd'hui avec les propositions qu'on peut trouver chez SpaceX, Rocket Lab et Vega. Mais justement, SpaceX a commencé par développer un petit lanceur, le Falcon 1, qui était trop petit par rapport au marché. Et ensuite, ils ont développé le Falcon 9, qui est comparable à Ariane 5. Donc, je dirais qu'on a vraiment des lanceurs qui étaient adaptés pour les gros satellites qu'on avait jusqu'à présent. On développe Ariane 6 pour être 40% moins cher qu'Ariane 5, pour être plus modulaire, avec 2 versions qui s'adaptent à la taille des satellites, plus flexible pour pouvoir mettre des satellites sur différentes orbites. Et la question qui se pose, c'est effectivement, faut-il compléter Ariane 6 et Vega C par un petit satellite ? Très certainement. Je pense qu'en Europe, on a besoin aussi de petits lanceurs. Oui. Et il y a des projets qui existent aujourd'hui. Et ils sont développés. Il y a des projets en Allemagne, il y a des projets en France, il y a des projets en Italie, qui sont sur un mode différent. Ils sont plutôt sur un mode privé. Oui. Et je trouve ça très bien qu'effectivement, il y a des entrepreneurs qui investissent dans les lanceurs. C'est extrêmement positif pour le secteur spatial et pour le secteur des lanceurs. Et bien entendu, il faudra les prendre en compte dans le paysage général. Je dirais même plus, c'est au pouvoir public, à la Commission européenne, à l'ESA, au CNES, aux agences, de favoriser ces émergences de nouveaux acteurs, parce que ça donne du dynamisme technologique, commercial, et en final, c'est très bon pour tout le monde. Alors, cette émergence de nouveaux acteurs, elle pose aussi une nouvelle question, celle de la fragmentation européenne. Quand on a des acteurs qui naissent en France, on a des entreprises qui veulent proposer à la fois des mini-lanceurs et des nanosatellites. On a NCLab qui a lancé récemment sa 3e vague de nanosatellites. On a en Allemagne aussi des entreprises, des startups qui veulent proposer leurs nanolanceurs. Alors, est-ce que cette nouvelle génération d'entreprises risque-t-elle d'augmenter le risque de fragmentation de l'Union européenne sur sa stratégie spatiale? Je vous pose la question, ensuite je me retournerai vers Guillaume. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de problème de cohésion européenne dans le domaine des lanceurs. J'en veux pour preuve quand même que cet été, les pays européens ont approuvé une résolution très importante de l'Agence spatiale européenne qui confirme le soutien à Ariane 6 et à Vega C et qui garantit un nombre de lancements institutionnels sur Ariane 6, des prix référencés et un support pour l'exploitation des 2 lanceurs. Et ça, c'est vraiment l'ensemble de l'Europe qui a approuvé cette résolution-là. En dehors de ce monde, je dirais, institutionnel, il y a des initiatives privées qui existent. Toutes ne verront pas le jour. C'est clair que le marché européen d'aujourd'hui n'est pas suffisant pour faire vivre une dizaine de lanceurs. Donc vous ne pensez pas qu'il est en train de se jouer là une petite bataille interne en Europe, où chaque pays va essayer de booster sa start-up pour voir naître un SpaceX européen? Je veux croire que ce ne sont pas des ambitions nationales, des ambitions plutôt industrielles, qui feront appel aux meilleures compétences européennes dans n'importe quel pays. Et bien sûr, on va passer par une phase de compétition intense. Oui. Développer un lanceur, c'est quelque chose qui est très difficile. L'année dernière, il y a eu 10 échecs de lanceurs, la plupart du temps pour des premiers lancements, y compris en Chine, aux États-Unis. Donc tous ces projets n'iront pas jusqu'à maturité, mais il est extrêmement positif qu'il y ait une compétition et qu'au final, on a un produit compétitif. Guillaume Delabrosse, votre avis sur la question? Alors, d'abord, sur la question de l'unité européenne dans le spatial, je tiens quand même
à souligner que le spatial, par excellence, c'est un domaine d'unité européenne. Et que, par exemple, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, hier, dans son discours sur l'état de l'Union programmatique, a fait référence à Galileo comme vraiment un domaine d'excellence de l'Union. Donc, pour moi, le spatial, c'est vraiment le segment par excellence où les Européens se sont mis ensemble et ont construit des choses qu'ils n'auraient pas été capables de faire au niveau national. Alors, bien évidemment, ça passe toujours par une forme de tension. Vous avez des industriels dans les États membres les plus importants. Donc, ça passe nécessairement par des phases de tension. Mais quand on prend un peu de hauteur et quand on regarde ce qui a été fait au niveau européen, on a aujourd'hui, par exemple, avec Galileo, le système de navigation qui est le plus performant au monde. Et je pense qu'on peut en être fier et que c'est important à rappeler. Maintenant, sur le marché des micro-lanceurs, effectivement, aujourd'hui, on assiste à vraiment une multitude, une prolifération de projets au niveau européen, pas qu'au niveau européen, dans le monde. Et je tiens également à insister, comme Jean-Marc vient de le dire, par la nécessité de passer par cette première phase de compétition. Le maître mot, c'est entrepreneurs. Effectivement, c'est des initiatives qui sont portées par des entrepreneurs qui veulent tester certaines technologies, certains business models. Je pense que c'est important de leur laisser cette liberté. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut, encore une fois, à horizon 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est avoir une solution viable en Europe, mais pas uniquement en Europe, une solution qui soit compétitive à l'international, parce qu'on sait que le marché européen sera de toute façon trop étroit pour ces micro-lanceurs. Donc ces micro-lanceurs auront besoin d'avoir accès à des marchés non européens. Et donc, pour eux, il y a un enjeu de compétitivité. Et d'où la nécessité aujourd'hui de passer par cette phase de multiplication de projets. La responsabilité de puissances publiques comme la Commission européenne, c'est d'encourager cette forme de compétition, cette forme de concurrence infra-européenne pour, encore une fois, faire émerger une ou deux solutions à horizon 5 ans, 5-10 ans. Et donc, c'est ce qu'on va mettre en place sous le leadership du commissaire breton pour, encore une fois, faire émerger une solution. Et on sait très bien, plusieurs études le montrent, vous avez aujourd'hui une centaine de projets. Il y a 3 options de micro-lanceurs viables aujourd'hui à l'échelle internationale. En Europe, on n'a pas encore de micro-lanceurs viables, mais encore une fois, l'objectif ultime de la Commission européenne, c'est d'avoir une solution viable à horizon 5 ans, parce qu'on a besoin d'avoir en Europe l'ensemble de la famille des lanceurs. Donc d'aller de gros porteurs jusqu'aux micro-lanceurs. Mais est-ce que cette compétition aussi au sein de l'Europe, avec cet objectif, vous avez parlé de Thierry Breton, c'est lui qui a évoqué l'Alliance européenne des lanceurs, avec l'objectif de fédérer ces initiatives privées, et le programme Ariane, évidemment, de l'intégrer à cette nouvelle chaîne de production d'innovation. Est-ce que la structure européenne en tant que telle, aujourd'hui, je parle notamment de budget, est faite pour accueillir une compétition saine aujourd'hui, parce qu'il y a la question des budgets en fonction des pays membres qui vont injecter de l'argent. Est-ce que le retour va être équivalent ? Enfin voilà, est-ce qu'on est sur une compétition à armes égales ? Je vous en prie. Alors, réagissez Jean-Marc, et puis je vous donne la parole, Guillaume. Oui, je pense que c'est à nous de l'organiser. Oui. Effectivement, il faut que la compétition soit fair. Et vous faites référence aux règles de retour géographique de l'ESA. Donc c'est vrai que les lanceurs traditionnels qu'on a aujourd'hui ont été développés dans un cadre de l'ESA avec des règles de retour géographique. Et c'est le cas d'Ariane, de Vega. Et là, on a des nouveaux intervenants qui arrivent avec des financements privés donc, et des aides publiques aussi qui seront forcément nécessaires. Donc évidemment, il faut organiser tout ça pour qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale entre les différents lanceurs. C'est ce à quoi on s'applique. Oui, tout à fait, on est organisé. Il y a des concours d'innovation qui sont lancés, qui ont été lancés, mais je vais laisser Guillaume en parler puisque ça a été lancé par la Commission. Le CNES aussi prévoit d'aider nos entrepreneurs pour effectivement développer ces micro-lanceurs. Et donc oui, on l'organise, on essaye de stimuler l'écosystème, d'intervenir aussi sur les technologies. Encore une fois, développer un lanceur, c'est compliqué. Le secteur public peut intervenir en finançant les technologies et ensuite en aval, en achetant des services de lancement. C'est un changement de position que l'on doit avoir. Donc oui, on s'organise pour le faire. Alors aux États-Unis, j'aimerais bien qu'on évoque ce point rapidement. Il y a le Buy American Act qui n'autorise que les entreprises qui ont au moins 51% de la production
construction d'un lanceur réalisé aux États-Unis à répondre aux appels d'offres américains. Est-ce qu'on a un équivalent au niveau européen ? Alors, on n'a pas le même équivalent. En revanche, quand il est possible de restreindre le marché, quand notamment on a des considérations sécuritaires à prendre en compte. Donc typiquement, pour Galileo, il est possible de restreindre le marché. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme on a cette obligation, comme on le disait au départ, d'accès autonome à l'espace, c'est aussi disons une impulsion qui nous permet de stimuler et de raisonner au sein de l'écosystème européen. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent du Buy American Act. C'est certainement une réflexion qu'il faudra avoir à terme. Oui, vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marc Oui, Castor ? tout à fait. Je pense qu'on peut souligner qu'aujourd'hui, les lanceurs européens se battent à armes inégales par rapport aux États-Unis. Parce que les États-Unis ont un marché intérieur protégé beaucoup plus important. Et en plus, ils ont effectivement ce Buy American Act qu'on n'a pas en Europe. Donc on essaye de promouvoir une préférence européenne pour les lanceurs. Où est-ce que ça bloque ? Je pense, il faut des instruments juridiques pour le faire, il faut une volonté politique. J'observe que depuis plusieurs années, c'est une idée qui a vraiment progressé parce qu'on se rend compte que les lanceurs, c'est un outil de souveraineté. Oui. On a besoin d'un accès autonome à l'espace. On n'aurait certainement pas pu avoir Galileo si effectivement on n'avait pas eu la capacité de lancer Galileo, indépendamment de nos partenaires. Donc oui, l'idée que les lanceurs sont stratégiques et qu'on a besoin de les protéger. C'est une idée qui progresse et je pense qu'on aura, j'espère, les instruments juridiques pour l'ancrer dans des réglementations dans le futur. Alors en conclusion, Guillaume Delabrosse, est-ce que c'est au commissaire européen, à Thierry Breton, d'insuffler cette réglementation nouvelle ? Alors, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir entre Européens et c'est typiquement le genre de sujet dont il faudrait parler dans le cadre de cette alliance, l'alliance sur les lanceurs que le commissaire européen a proposé en début d'année. Si proposition législative il y a, ce sera effectivement à la Commission, dans ce rôle donc de législateur, de le mettre sur la table. Mais il faut d'abord que, bien sûr, il y ait une maturité collective sur cette question-là. Ce qu'on remarque, c'est quand même que, par exemple, en Allemagne, la décision a été prise au niveau politique maintenant de lancer européen. Donc ça, on sent quand même une forme d'évolution des mentalités en Europe, y compris parce que, effectivement, comme Jean-Marc le rappelait, nos partenaires ou rivaux ont des dispositions qui ferment le marché aux lanceurs européens. Merci Guillaume Delabrosse, merci à tous les deux. Merci Jean-Marc Castor d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci à vous Guillaume Delabrosse. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez votre émission Smart Tech dès lundi sur Bismart. Bon week-end.